You're listening to Skillbird. Imagine un peu la scène, on est en juin 2028, le chômage vient de bondir à 10,2%, le S&P 500 a plongé de 38% par rapport à ses sommets historiques, et le marché hypothécaire américain, un truc qui pèse quand même 13 000 milliards de dollars, est au bord du gouffre. C'est le fameux scénario d'ouverture de Citrini Research, ça. Exactement. Et le plus fou, enfin ce qui est frappant, c'est que tout ça n'arrive pas à cause d'une pandémie ou d'une crise financière classique, c'est juste parce que l'intelligence humaine est soudainement devenue abondante. Et du coup, beaucoup moins chère. Ouais, ça fait froid dans le dos, lui, comme ça. Mais je pense qu'il faut tout de suite recadrer un peu les choses. Ce document, c'est pas une prédiction apocalyptique à prendre au pied de la lettre. C'est un stress test, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Le rapport de 2028 Global Intelligence Crisis, c'est un exercice de pensée. L'intérêt, c'est pas de savoir si ce crash aura lieu exactement en juin 2028. L'intérêt, c'est la lumière crue que ça jette sur les fragilités systémiques de notre économie actuelle, surtout quand on croise ça avec les travaux de recherche de Pascal Stefanhofer. Mais pour jouer un peu l'avocat du diable, quand on lit ce scénario dystopique, on a l'impression d'être en pleine science-fiction. Parce que dans la vraie vie, aujourd'hui, l'IA ne remplace pas encore tout le monde, les bureaux sont pas vides. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec cette perception. D'ailleurs, c'est un paradoxe qui est super bien documenté. Ça rappelle le paradoxe de Solow dans les années 80. C'est-à-dire le fait qu'on voyait des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. C'est ça, et aujourd'hui, on a exactement la même chose avec l'IA. Si on regarde une enquête récente du NBR, donc le National Bureau of Economic Research, ils ont interrogé 6000 dirigeants. Près de 90% des entreprises disent que l'IA n'a eu aucun impact sur l'emploi ou la productivité ces 3 dernières années. 90%. C'est énorme. Ouais, et les données du Census Bureau américain le confirment. L'utilisation de l'IA plafonne à environ 11% des travailleurs. Le MIT de son côté ne prévoit qu'une hausse de productivité de 0,5% sur la décennie. Du coup, on est en droit de se demander si on n'est pas juste dans une énorme bulle. Genre la bulle Internet des années 2000. Les géants de la tech dépensent des centaines de milliards et au final, il se passe rien. C'est là que les économistes tirent la sonnette d'alarme. Ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est un effet de retard. C'est le principe de la courbe en J. La fameuse courbe en G. Ouais. Imagine la forme de la lettre J. Au début, la courbe descend. C'est le moment où les entreprises investissent massivement. Elles achètent des licences, elles désorganisent leurs équipes pour s'adapter. La productivité baisse ou stagne. C'est la friction de l'adoption en gros. Absolument. Mais une fois que cette infrastructure est en place, la courbe remonte à la verticale. La croissance devient exponentielle. Et c'est précisément là que la machine s'emballe et que le scénario de Citrini prend tout son sens. Parce qu'il identifie 3 boucles de rétroaction qui vont se déclencher. Et la première de ces boucles, c'est celle qui touche directement les ressources humaines. C'est l'érosion des chemins d'apprentissage. Oui, la fin de l'entrée de gamme. Le rapport cite le PDG d'Anthropic qui estime que 50% des emplois de premier échelon pourraient tout simplement disparaître. Mais attends, concrètement sur le terrain, pour une grande entreprise, ça ressemble à quoi cette disparition de l'IA? Prenons un exemple très concret, on en parle souvent, le DRH d'une boîte comme IBM. Si tu utilises l'IA pour automatiser toutes les tâches basiques des débutants, le tri de données, la rédaction de synthèse basique, tu fais des économies immédiates. C'est sûr, la masse salariale fond. Mais le piège, il est là. Si l'entreprise ne recrute plus et ne forme plus ses jeunes talents aujourd'hui, comment elle construit sa future génération de managers? Sans la base de la pyramide, tu crées une pénurie totale de cadres intermédiaires pour demain. Tu détruis ton propre vivier, en fait. Exactement. Parce que le jeune qui fait un travail fastidieux, inconsciemment, il accumule ce qu'on appelle des ghost skills, des compétences fantômes. Les compétences tacites, genre la culture d'entreprise ou la gestion du stress. Il comprend les dynamiques internes. L'IA, elle te sort le rapport en 2 secondes, mais elle ne transmet aucune culture managériale. L'organisation perd sa capacité à apprendre. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Et ça nous amène directement à la deuxième boucle de rétroaction qui est peut-être la plus conceptuelle, mais la plus destructrice. Le fameux Ghost GDP, le PIB fantôme. Ah, le PIB fantôme. Ce concept théorisé par Citrini et appuyé par les recherches de Stefanhofer est brillant. L'image qu'ils utilisent est dingue. Il faut s'imaginer un énorme cluster de serveurs perdu au milieu du Dakota du Nord. Et ce bâtiment fait à lui seul le travail de 10 000 cols blancs qui bossaient avant dans des gratte-ciels à Manhattan. C'est l'illustration parfaite. D'un point de vue purement macroéconomique, le PIB nominal augmente, la productivité explose. Mais alors, je te coupe, si la productivité augmente, l'économie devrait bien se porter, non?
Historiquement, c'est ce qu'on appelle l'effet de compensation. Les machines détruisent des emplois mais créent tellement de richesses que de nouveaux besoins apparaissent. C'est le dogme classique, oui. Mais Stephen Hofer détruit complètement cette idée en analysant la fonction de production de Cobb Douglas. Alors là, il va falloir vulgariser un peu pour qu'on suive. Promis, je fais simple. Historiquement, cette fonction modélise la richesse comme un équilibre entre le capital, les machines et le travail humain. Avant, la technologie complétait l'humain. Le tracteur aidait l'agriculteur à produire plus, donc son salaire augmentait. La machine était un outil. Exactement. Mais l'intelligence artificielle générale ne complète pas le travailleur cognitif. Elle le remplace intégralement sur des tâches précises. Et la différence fondamentale, c'est qu'un serveur dans le Dakota du Nord, ça ne consomme pas. Ah ouais, Le serveur, il va pas au resto le vendredi soir. c'est ça. Le serveur n'achète pas de voiture, il ne part pas en vacances, il ne paie pas de loyer. Les 10 000 cols blancs de Manhattan, eux, injectaient leur salaire dans l'économie réelle. Donc les profits se concentrent uniquement chez ceux qui possèdent l'IA. Absolument. Les salaires de la classe moyenne intellectuelle s'effondrent vers zéro et la demande globale s'écroule avec. C'est une crise keynésienne dans toute sa splendeur. On n'a jamais été aussi efficace pour produire des services, mais il n'y a plus personne avec du pouvoir d'achat pour les acheter. C'est une croissance stérile. Une richesse qui n'existe que sur les serveurs, mais pas dans la vraie vie. Et cette perte de pouvoir d'achat, ça déclenche la troisième boucle. Et là, on touche au système financier. L'hypothèque sur le capital humain. C'est la réaction en chaîne finale. Le marché du crédit immobilier américain repose sur une certitude absolue. L'idée qu'un col blanc avec un excellent score de crédit, un score FICO de 780 par exemple, gardera son niveau de revenu. Parce que son diplôme et son intelligence garantissaient sa valeur sur le marché. Voilà. Et Citrini donne une anecdote très concrète pour illustrer comment cette garantie s'évapore. L'histoire de la cadre chez Salesforce. Ouais. Imagine une cadre supérieure en marketing chez Salesforce. Elle gagne 180 000 $ par an. Elle est la définition même de l'emprunteur idéal pour une banque. Elle a une belle maison, un gros crédit, Prime, tout va bien. Sauf qu'un jour, son entreprise déploie une infrastructure IA qui optimise les campagnes publicitaires et rédige les rapports d'analyse mieux et plus vite qu'elle. Son poste saute. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule. Des milliers de cadres comme elle se retrouvent sur le marché en même temps. C'est ça l'effet systémique. Elle ne peut plus retrouver un poste équivalent à 180 000 $. L'offre de main-d'œuvre qualifiée inonde le marché. Pour survivre, elle finit par conduire pour Uber ou faire des petites missions de freelance. Son revenu tombe à 45 000 $. Elle peut plus payer son crédit. Impossible. Et multiplie ça par des centaines de milliers de profils jugés excellents par les banques. Le système financier s'effondre non pas à cause de prêts toxiques comme en 2008, mais parce que les meilleurs prêts du marché font défaut. La valeur de l'intelligence humaine qui servait de caution invisible à toute cette économie de la dette a été dévaluée d'un coup. Exactement. Et ça nous amène au pivot central de toute cette analyse, la vraie bascule qu'opère l'IA. Le passage de l'IA comme outil à l'IA comme infrastructure. C'est la distinction fondamentale qu'apporte le papier de Stephen Hofer. Jusqu'ici, l'IA était considérée comme du travail, une aide pour le travailleur. Demain, l'IA devient du capital, un actif productif autonome. Comme une usine en fait. Mais alors concrètement, pour une entreprise ou un DRH, au quotidien ça change quoi cette différence entre outils et infrastructure IA? On peut utiliser l'analogie de la carte pour comprendre. Avant, gérer une organisation, c'était comme lire une carte routière papier. Tu avais des fiches de poste, une nomenclature fixe des compétences. C'était un stock statique. Une liste figée quoi. Ouais. L'infrastructure IA, c'est l'équivalent de Google Maps. Ça ne se contente pas d'afficher des routes, ça analyse les flux de trafic en temps réel, ça recalcule les itinéraires sans arrêt, ça s'adapte sans aucune intervention humaine. C'est un graphe dynamique. Et la conséquence directe de cette infrastructure dynamique, c'est que ça détruit ce qu'on appelle l'intermédiation par habitude. La friction tombe à zéro. C'est la mort de la friction, oui. Et c'est terrifiant pour énormément de business models actuels. Si on prend l'exemple de DoorDash ou même des cartes de crédit, ces boîtes prospèrent en grande partie sur notre paresse ou sur la complexité des choses. Moi, le premier, le soir, j'ai la flemme de comparer 5 applications de livraison, je clique sur celle que je connais et je paye les frais sans regarder. On le fait tous. C'est l'habitude et la fatigue décisionnelle. Mais un agent IA d'infrastructure, lui, il n'a ni habitude ni fatigue. Il s'en fout de l'interface ou du logo. Complètement. Si tu dis à ton agent IA de te commander un repas, il va interroger instantanément toutes les plateformes du marché. Il compare les prix à la virgule près, en millisecondes, et choisit la moins chère. Tous les modèles économiques qui facturaient cette petite friction humaine
se font balayer. L'IA réduit la marge à zéro. C'est la puissance d'une infrastructure autonome par rapport à un simple outil. Et c'est pour ça que même si la chute libre de 2028 décrite par Citrini ne se réalise pas exactement sous cette forme dramatique, la mécanique d'érosion qu'ils décrivent est déjà enclenchée. Donc le scénario pose les vraies questions de fond. Si toute cette friction disparaît, si le travail cognitif n'est plus la base de notre participation économique, il faut carrément réécrire notre contrat social. C'est inévitable. Et c'est super intéressant parce que Stephen Hofer fait un écho direct à Jean-Jacques Rousseau dans sa recherche. Le contrat social historique est basé sur un échange. On donne notre force de travail intellectuel ou physique et en échange, on a le droit de participer à l'économie. Mais si la machine fait le travail intellectuel à un coût marginal presque nul, ce contrat est caduque. Voilà. Et ça soulève des débats qui ne sont plus juste théoriques. Faut-il taxer ce nouveau capital qu'est l'IA ? Faut-il instaurer un vrai revenu de base universel, un UBI financé par cette hyperproductivité ? Parce que sinon, on retourne à la crise keynésienne qu'on évoquait tout à l'heure. On a besoin de ces réponses même dans un monde où la technologie réussit de manière spectaculaire. Surtout dans ce monde-là, en fait. Surtout oui. La valeur ne va plus résider dans l'exécution de tâches cognitives ou analytiques. La machine fera ça bien mieux et pour moins cher. La vraie question pour l'avenir, c'est l'adaptabilité profonde. On passe d'une économie de l'exécution pure à autre chose. Une fois qu'on a digéré toutes ces boucles de rétroaction et ce changement d'infrastructure, il y a de quoi réfléchir sur la façon dont on gère nos entreprises aujourd'hui. C'est clair. Ça nous laisse sur une ultime question ouverte, très percutante à méditer pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du travail. Dans un monde où l'IA devient l'infrastructure cognitive de base, votre organisation sait-elle encore apprendre ? Merci d'avoir écouté. Si vous voulez aller plus loin sur la transformation des compétences et du travail, tout est sur skillberg.app. N'hésitez pas à partager ou à découvrir nos autres analyses. À très vite.